10 règles de base pour mieux vivre. Par Manly P. Hall. Lu par Adam Hanin. Initialement publié en 1953. Cette présentation est autorisée sous licence par la Philosophical Research Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Depuis que notre civilisation est passée à un niveau industriel intensif, notre psychologie de la vie a été soumise à diverses pressions inconnues de nos ancêtres. En conséquence, nous avons besoin d'une déclaration de principes de base adaptés aux conditions actuelles. Pouvons-nous donc profiter de cette occasion pour recommander 10 règles de base pour une vie meilleure? Si vous inscrivez ces suggestions profondément et fermement sur les tablettes de votre mémoire, la vie sera plus facile et plus utile. 1. Arrêtez de vous inquiéter. L'idée populaire selon laquelle un inquiet est un citoyen réfléchi et consciencieux est fausse. Les Égyptiens s'en sont rendus compte lorsqu'ils ont inclus l'inquiétude parmi les péchés cardinaux. Ne confondez pas réflexion et inquiétude. La personne réfléchie prévoit des solutions, mais l'inquiet se dissout simplement dans son propre doute. Si vous pensez clairement, vous aurez moins de raisons de vous inquiéter. L'inquiétant non seulement subit le même désastre à plusieurs reprises, mais il mine sa santé et ennuie tous les autres avec lesquels il entre en contact. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nécessitent une réflexion réfléchie. Mais il n'y a vraiment rien d'autre à craindre que la peur. 2. Arrêtez d'essayer de dominer et de posséder vos amis et votre famille. Chacun de nous aime sentir qu'il dirige sa propre vie. Dès que nous reconnaissons le droit des autres à rechercher la vie, la liberté et le bonheur selon leurs propres rêves, espoirs et aspirations, nous commençons à conserver nos propres ressources. Il est très débilitant de donner des conseils qui sont ignorés ou rejetés, et tout aussi décevant de tenter de posséder et de dominer des personnes qui immédiatement ressentent et combattent nos tendances dictatoriales. Nous sommes blessés lorsqu'ils ne voient pas les choses comme nous. Si nous gardons des conseils pour nous-mêmes et pour ceux qui nous les demandent, et qui sont donc reconnaissants, toutes les personnes concernées s'en porteront mieux. 3. Ambition modérée. Il y a une tendance à négliger les bénédictions naturelles et simples alors que nous nous précipitons vers des objectifs lointains. Chaque individu possède certaines capacités. S'il peut reconnaître ses propres capacités et travailler avec elles, il peut atteindre sa sécurité personnelle. Cependant, s'il recherche constamment ce qui n'est pas raisonnablement accessible, il ne pourra jamais connaître le bonheur ou le contentement. Le sage constate les résultats désastreux des ambitions incontrôlables et choisit la modération. Il n'est pas nécessaire d'être célèbre pour être heureux, ni d'être le principal citoyen de la communauté pour satisfaire son instinct social. Les ambitieux paient généralement trop cher pour ce qu'ils obtiennent, et sont d'autant plus misérables une fois qu'ils l'ont obtenu. 4. N'accumulez pas plus que ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de véritable distinction à être l'homme le plus riche du cimetière. De nombreux citoyens sérieux agissent comme s'il y avait des poches dans les linceuls. Nous sommes censés avoir dépassé la croyance primitive selon laquelle nous devrions enterrer les biens d'un homme avec lui afin que son esprit puisse en profiter dans l'au-delà. Ici encore, la solution médiane est la plus sage. Réservons une partie de notre énergie au plaisir et ne nous consacrons pas entièrement à la tâche de accumulation. Beaucoup d'hommes qui ont gagné 1 million n'ont pas vécu pour le dépenser. Une vie riche peut être plus pratique qu'un compte bancaire monumental. 5. Apprenez à vous détendre. Une grande tension est une abomination. Plus nous devenons tendus, plus nous risquons d'agir de manière stupide et, selon les vieux bouddhistes, la stupidité est un péché capital.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes soi-disant efficaces sont perpétuellement au bord de la dépression nerveuse. Il est peu probable que cela soit dû au surmenage mais plutôt à des impulsions de conduite déraisonnables venant de l'intérieur d'eux-mêmes. Certains disent qu'ils surexploitent leurs ressources pour conserver leur emploi, ou pour entretenir des familles extravagantes. Que vous le croyiez ou non, vous êtes un meilleur producteur et un meilleur pourvoyeur si vous ne vous effondrez pas d'épuisement psychique à un moment critique où vous avez le plus besoin d'une bonne santé. Si vos associés ne s'en rendent pas compte, ils ont peut-être besoin de conseils pratiques. 6. Cultivez le sens de l'humour. Comme jamais auparavant, nous devons éclaircir les coins où nous nous trouvons. Plus nous prenons nos responsabilités et nous-mêmes au sérieux, plus nous devenons ennuyeux. C'est une grâce salvatrice de réaliser que, même si vivre est une affaire sérieuse, nous pouvons la prendre trop au sérieux. Gardez également à l'esprit que le véritable humour n'est pas amer, cynique ou critique. C'est la capacité de rire avec le monde et non du monde. Si nous devons rire de quelqu'un, que ce soit nous-mêmes, l'humour est une épice pour vivre. Cela ajoute de la saveur au travail, du goût pour jouer, du charme au développement personnel et prouve aux autres que nous avons une sécurité en nous-mêmes. Un rire sincère et joyeux, comme les ondulations joyeuses du rire des enfants, soulage les tensions et rétablit la bonne humeur. D'ailleurs, cela se fait des amis et inspire confiance. 7. Trouvez une raison à votre propre existence. À moins que vous ne croyiez en quelque chose de plus grand que vous-même et que vous ayez un objectif plus vital que l'accumulation ou l'avancement dans les affaires ou la société. Vous ne faites qu'exister. Vous ne vivez pas. Un modèle simple consiste à réaliser que les lois de la nature qui vous placent ici semblent concerner principalement la croissance. Vous réussissez dans la mesure où vous grandissez. Et vous grandissez dans la mesure où vous devenez une personne plus sage, plus utile et plus sûre. En d'autres termes, nous vivons pour apprendre. Et, par ce processus même, nous apprenons à vivre. Élargissez votre horizon. Développez un intérêt pour tout ce qui est beau et utile. Un grand bien intérieur vient de l'amour pour la musique, l'art, la grande littérature, la philosophie au sens large et la foi simple. Renforcez l'intérieur de votre nature et l'extérieur sera meilleur. 8. Ne faites jamais intentionnellement de mal à autrui. Ne rendez jamais le mal pour le bien, ni le mal pour le mal, ni en parole ni en acte. Éliminez les pensées et émotions négatives et destructrices de votre personnalité. Sinon elles finiront par contribuer à votre misère. En regardant autour de nous, nous constatons les résultats tragiques d'individus et de nations qui nourrissent des rancunes ou nourrissent des instincts de vengeance. La vie inoffensive sauve ceux qui la vivent de nombreux chocs mortels dont la chair est l'héritière. Nos attitudes critiques et notre longue mémoire des maux que d'autres ont causés ne font que réduire notre efficacité actuelle et mettre en danger notre santé et notre vitalité. Même l'homme égoïste se rend compte qu'il ne peut pas se permettre de garder rancune. Et l'altruiste ne permettra tout simplement pas aux rancunes de s'accumuler parce qu'ils savent mieux et croient mieux. 9. Méfiez-vous de la colère. Lorsque la mauvaise humeur nous contrôle, nous ne sommes plus capables de nous contrôler. Dans un moment de colère, nous pouvons créer une situation à laquelle il faudra des années pour remédier. Pourquoi devrions-nous passer notre temps à essayer de nous remettre de nos propres erreurs? Si nous désapprouvons, exposons notre cas, simplement et doucement. Et rappelons-nous que nous ne devons jamais essayer de corriger quelqu'un lorsque nous avons déjà commis une faute aussi grave que la sienne. Un caractère colérique est un sérieux handicap en affaires ou à la maison.
Il est inutile de dire que nous ne pouvons pas contrôler la colère. C'est autant admettre que nous avons perdu le pouvoir de nous contrôler. Si nous sommes mécontents de la méchanceté des autres et de L'. Irritabilité collective de cette génération. Assurons-nous de ne pas être L'. Un des facteurs irritants. 10. Et enfin, en fait, et le plus important, ne blâmez jamais les autres pour nos propres erreurs. Ce n'est guère nécessaire. Chacun de nous semble avoir une incroyable capacité à mal faire les choses et à faire des choix imprudents. En fait, nous sommes en difficulté parce que nous n'avons pas fait un usage constructif du pouvoir et des capacités que nous avons reçues en tant que droit de naissance. Les autres ne peuvent nous faire du mal que lorsque notre propre vie intérieure est trop faible pour nous soutenir en présence d'épreuves ou de tests. Au lieu de ressentir du ressentiment face au malheur, et de chercher à excuser nos propres limites, nous devons faire face aux faits. Soit nous sommes plus forts que le problème et pouvons le résoudre intelligemment. Soit le problème est plus fort que nous et la seule solution est d'augmenter notre propre force. Les autres ne sont pas responsables de notre malheur. Chaque homme doit rechercher sa propre tranquillité d'esprit et, comme l'ont si bien exprimé les 1001 nuits, le bonheur doit être gagné. Règle 1. Nous discuterons brièvement de la première de nos 10 règles pour mieux vivre. Notre thème est donc d'arrêter de s'inquiéter. Il est évident que le simple fait de dire à une personne de corriger une habitude de longue date n'est pas susceptible de produire un résultat permanent. En fait, l'inquiet doit élargir sa compréhension de la vie afin d'adopter une attitude positive et constructive sous la pression de circonstances malheureuses. L'inquiétude est le signe que nous devons procéder à un examen de nous-mêmes assez attentif. Il existe de nombreux problèmes qui nécessitent une réflexion approfondie. Mais aucun ne peut être amélioré par l'inquiétude. Pour certaines personnes, l'inquiétude est considérée comme une attitude appropriée en cas d'urgence. Cela semble indiquer que nous sommes profondément émus, disposés à accepter le fardeau de vivre avec toutes ses implications les plus pénibles. Ne pas s'inquiéter. Lorsque les autres s'inquiètent, en fait, ne pas s'inquiéter plus que tous les autres, impliquerait que nous soyons superficiels et indifférents au malheur de notre espèce. Voici un cas important où la conformité aux pratiques dominantes est destructrice et inutile. L'inquiétant, s'il est devenu un expert, a la capacité de vivre plusieurs fois la même situation désagréable, en anticipant le pire et en répétant cette anticipation. L'esprit est submergé par l'ampleur d'un problème qui, en fait, peut n'avoir aucune grande conséquence. L'usure due à la disposition réagit sur la santé et s'étend même à nos relations sociales et professionnelles. L'inquiétant peut être respecté pour son extrême anxiété, mais il ne sera pas populaire chez lui, parmi ses amis ou sur son lieu de travail. L'inquiétude est contagieuse et notre exemple rappelle à nos associés leurs propres problèmes. Et une atmosphère de tristesse est rapidement générée. La meilleure solution à un inquiet potentiel est une attaque frontale contre la cause. Toutes les ressources doivent être conservées et, surtout, il ne doit pas y avoir de retards inutiles. Plus nous nous attardons au bord d'une situation douloureuse, plus elle devient douloureuse. Le processus même d'inquiétude met à rude épreuve nos ressources mentales. Il y a très peu de place pour la pensée positive dans un esprit déjà rempli de peur, de doute et d'incertitude. Si le jour vient où nous devons faire face à l'urgence, nous sommes au moins prêts si nous n'avons pas épuisé notre optimisme et sapé notre courage. S'il n'est pas judicieux de s'inquiéter des choses en général, s'inquiéter de soi-même en particulier est encore plus insensé. Il est très facile de dériver vers l'hypocondrie,
qui est une anxiété morbide concernant notre santé et nos ajustements avec la société. L'inquiétude augmente toujours la peur. Et la peur, à son tour, altère le jugement et décourage une action rapide et pratique. Il a été observé que ceux qui ont peu de problèmes sont souvent les plus inquiets. Lorsque nous sommes confrontés à une crise majeure, nous nous montrons généralement instinctivement à la hauteur. Nous faisons bien mieux face à la tragédie qu'aux inconvénients insignifiants. On a un jour demandé à un vieux philosophe grec d'humeur pensive ce qu'il avait en tête. Je suis inquiet, a-t-il répondu. Une connaissance a demandé. Pourquoi vous inquiétez-vous? Le vieil érudit répondit sobrement. Je suis très inquiet à l'idée que s'inquiéter ne sert à rien. Il s'agit en substance du cercle vicieux qui afflige finalement tous les inquiets. Les meilleurs antidotes à l'inquiétude sont une foi profonde et inébranlable dans la bienveillance de la Providence, la sagesse nécessaire pour résoudre les problèmes de manière naturelle et simple et le courage d'être fidèle aux principes face à l'adversité. On a dit que le summum de la sagesse pour l'homme est de savoir quoi faire ensuite. Et le summum du courage est la force de faire ce qui doit être fait. Si nous sommes incapables d'accomplir cette intégrité en nous-mêmes, nous devons réaliser que le bonheur et la sécurité future doivent être atteints grâce à la rééducation de nos habitudes et de nos attitudes. Si nous voulons être heureux, nous devrions prendre le temps que nous consacrons actuellement à des projets moins importants et construire en nous-mêmes des ressources qui peuvent assurer une vie plus pleine et meilleure. Pouvons-nous conclure que dans ce cas, une parole de sage devrait suffire? Pensez clairement et vivez honnêtement. Règle 2. En ce qui concerne le numéro 2 de nos règles pour mieux vivre, nous pouvons interférer avec l'activité principale d'un certain nombre de personnes. La règle est la suivante. Arrêtez d'essayer de dominer et de posséder vos amis et votre famille. 2 points importants se présentent immédiatement. Les efforts pour dominer et posséder non seulement contribuent au malheur des autres, mais sont la cause immédiate du malheur personnel pour l'individu qui tente un tel programme. La plupart de ceux qui sont par nature égoïstes ne se soucient pas beaucoup des difficultés qu'ils peuvent causer, mais ils sont immédiatement conscients de leurs propres inconforts. Nous allons donc aborder la question sous cet angle. Toute personne qui peut être dominée et possédée ne vaut probablement pas la peine d'être dominée et possédée. Les personnes authentiques insistent sur leurs droits et sont prêtes à les défendre. Cela signifie un conflit presque immédiat, qui peut s'étendre sur des années, voire toute une vie, sans aucun bénéfice réel pour personne. Ceux qui sont enclins à dominer et à posséder découvrent vite qu'ils sont confrontés à une opposition organisée. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est une victoire négative. Il se peut que la victime, parce qu'elle est liée à un modèle, ne puisse pas instantanément se rebeller ou s'échapper. Mais l'instinct de se libérer de la tyrannie grandit constamment et rapidement et aboutit finalement à une situation critique. Le type dominateur n'aime pas être considéré comme dictatorial ou tyrannique. Il préfère supposer qu'au pire il est un dictateur bienveillant. Tout ce qu'il veut, c'est aider les autres en les amenant à faire exactement ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Cela signifie que lorsqu'il résiste, il est véritablement blessé et indigné. Là où la tendance à la domination est forte, les chagrins sont donc nombreux et les désillusions presque continues. En fin de compte, est l'apostrophe instinct dominant, s'il n'est pas corrigé, entraînera une vie solitaire et sans amour. La possession n'est importante que dans la mesure où l'individu est maître de lui-même. Dès que nous essayons de posséder les autres, nous nous engageons dans un projet qui échouera certainement. N'oubliez pas que les autres ne souhaitent pas être possédés
Pas plus que nous ne souhaitons être possédés. La plupart des personnes possessives n'aiment pas les attitudes possessives des autres. Et il en va de même pour le ressentiment. Va la tension artérielle. Même la possession elle-même n'est pas une bénédiction sans réserve. Une fois accumulée, nous devons ensuite administrer nos biens. Lorsque nous détruisons le droit des autres à vivre leur propre vie, nous devenons responsables de cette vie. S'ils suivent nos conseils ou acceptent notre domination, nous devrions certainement être exceptionnellement sages, prudents, discriminants et pratiques. Peu de personnes possessives possèdent l'une de ces qualités à un degré marqué. Leurs propres vies ne sont pas bien vécues. Mais ils souhaitent que les autres reconnaissent une autorité qui n'a jamais été démontrée avec succès. C'est une cause supplémentaire de résistance et exerce une forte pression sur le système digestif. Lorsque nous voulons aider quelqu'un, nous devrions trouver du plaisir à l'aider à faire ce qu'il veut faire. Si leurs projets sont incompatibles avec nos convictions, ils peuvent refuser notre aide. Même les jeunes enfants ne devraient pas être dominés et possédés. Ils doivent être contrôlés si nécessaire et dirigés au mieux des capacités parentales. S'ils sont dominés, ils deviennent plus faibles et moins autonomes. S'ils sont victimes d'une possessivité excessive, ils sont soit démoralisés, soit deviennent rebelles. Dans ce monde, nous possédons plus complètement ce que nous libérons le plus complètement. La base de nos relations devrait être volontaire. Nos amis devraient aimer être avec nous parce que nous sommes amicaux. Nos proches devraient nous préférer en raison des qualités qui les attirent naturellement et retiennent leur intérêt et leur attention. Nous ne pouvons pas forcer le respect et l'admiration des autres. Nous devons le gagner par notre propre conduite. Si nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous présentons un modèle de réussite constructif. D'autres nous rechercheront parce qu'ils ont besoin de ce que nous avons et aimeraient savoir comment nous avons acquis des qualités qui ont contribué à une vie meilleure. Si par nature nous sommes amicaux, gentils et juste un peu impersonnels, nous serons rarement seuls. Nous recevrons les honneurs et les considérations que nous ne pourrons jamais obtenir par la domination et la possessivité. Règle 3. Nous recommandons aux personnes réfléchies de modérer leur ambition. Ceci est tellement contraire aux pratiques dominantes qu'il nécessite une explication. On nous apprend tous que nous devons réussir et qu'il est de notre responsabilité personnelle d'améliorer notre fortune de toutes les manières possibles, même au détriment de la santé et du bonheur. Cependant, le simple fait que beaucoup s'accordent sur une politique ne prouve pas que cette politique est correcte. Il suffit d'étudier la vie des personnes qui ont réussi et d'écouter leurs propres histoires sur ce que leur succès leur a coûté pour se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'être un échec exceptionnel et réussi. Un niveau d'ambition modéré est certainement nécessaire. Et sans l'incitation à s'améliorer et à progresser, il n'y aurait pas de progrès, personnel ou collectif. La difficulté est que le succès demande beaucoup de temps et d'attention. Nous devons consacrer à cette fin la plupart de nos ressources et la plupart de notre temps. Peu à peu, nous nous sacrifions entièrement à un programme qui nous prive de loisirs, surcharge nos ressources mentales et physiques et nous empêche de profiter des choses vraiment belles et belles de la vie. Un gentleman de ma connaissance, qui était dirigeant d'assurance, a si bien servi son entreprise qu'après 25 ans de bons et loyaux services, on lui a offert 3 mois de vacances en Europe. À son retour, un ami lui a demandé comment il appréciait l'une des plus grandes galeries d'art de France. Il a immédiatement répondu: c'est un mauvais risque d'assurance. Pas de bouche d'incendie à moins d'un demi-mile. Pas de système de gicleur. Et le bâtiment lui-même est un piège à incendie.
Essayer de progresser dans le monde a des effets sur notre esprit. Nous pouvons devenir étroits au point que la richesse ou l'autorité que nous atteignons ne peuvent plus nous apporter de plaisir ou de contentement. La plupart des gens qui gagnent de l'argent sont de mauvais dépensiers. L'un des hommes les plus riches du monde utilisait des ficelles pour faire des lacets de chaussures. Parce qu'il ne pouvait pas supporter une dépense de 10 cents. Cet homme était un succès. Envié par beaucoup. Admiré par quelques-uns et aimé par personne. Son nom a été mentionné aux jeunes économistes en herbe comme exemple des apostrophes. Ambition. S'ils travaillaient aussi dur que lui et se sacrifiaient comme lui, eux aussi pourraient espérer devenir riches. Ici, la philosophie entre en scène. Après tout, la philosophie n'est rien de plus ou de moins qu'un bon sens organisé. Il souligne que dans ce monde, nous devons d'une manière ou d'une autre payer pour tout ce que nous obtenons. Pour satisfaire notre ambition, nous devons payer de notre propre vie. Grâce à un succès modéré, nous pouvons offrir la possibilité de vivre mieux et de bénéficier d'une certaine sécurité et de confort. Mais qui peut avoir un succès modéré? Dès que nous acceptons le mirage de l'expansion financière, nous devenons dépendants d'un mécanisme de création d'habitude. Un homme m'a dit que son objectif était de gagner $1 million, puis qu'il prendrait sa retraite et profiterait de la vie. Il faisait partie de ceux qui atteignent leur objectif. Mais il ne prend pas sa retraite. Immédiatement, il devint obsédé par la possibilité d'augmenter sa participation à $5 millions. Il est mort d'une insuffisance cardiaque. Quelque part dans son 4e million. L'ambition peut jouer un autre mauvais tour à ceux qui sont trop dépendants de ces méthodes. Cela rend les gens bons et gentils très malheureux parce que, pour une raison ou une autre, ils ne sont pas en mesure d'atteindre le niveau de réussite qu'ils se sont fixés. Entourés de la haute finance et sous la pression constante de se développer au-delà de leurs moyens et de leurs capacités, ils négligent complètement les bonnes choses qu'ils possèdent déjà. Ils oublient qu'ils ont des foyers heureux, des enfants brillants et en pleine croissance, de bons amis et un emploi sûr, et s'apitoient sur eux-mêmes lorsqu'ils lisent les vastes propriétés de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas si longtemps, une personne riche m'a fait part de ses chagrins à l'oreille en disant: je veux voyager, je veux étudier, je veux m'améliorer et donner plus d'affection personnelle et de temps à ma famille. Mais je ne peux pas. Entre les réunions du conseil d'administration de lundi, les comptables de mardi, les rapports boursiers quotidiens et les innombrables fardeaux de biens, il me faut presque toutes les heures de ma journée et de nombreuses nuits simplement pour conserver ce que j'ai. Il me semble qu'une génération dominée par un tel modèle d'ambition se cause beaucoup de misère inutile. Ce monde est un endroit magnifique, et la plupart d'entre nous pourraient y vivre raisonnablement bien si nous étions raisonnables. Ce n'est pas un plaidoyer en faveur de la pauvreté. Nous devons tous assumer notre juste part du fardeau du travail et des responsabilités du monde. Nous sommes des personnes meilleures et plus heureuses si nous gardons confiance en ceux qui dépendent de nous, et préservons ainsi également notre dignité personnelle. Mais ne croyons pas qu'une soi-disant vie réussie doit être une vie riche ou importante. Pour être de vraies personnes, nous devons avoir une existence intérieure qui soit également utile. Lorsque nous sommes trop occupés pour apprendre, vivre et aimer, nous sommes beaucoup trop occupés pour notre propre bien. Parfois, nous devons choisir entre. Nous ne serons jamais satisfaits si nous achetons le succès au détriment de l'honneur, de l'intégrité ou de notre propre humanité naturelle. Le monde est plein de gens ambitieux. C'est peut-être pour cela que tant de nos affaires tournent mal. Rêvez d'un avenir meilleur et planifiez une vie réussie. Mais soyez modérés.
N'oubliez pas que tout ce que l'argent peut vous rapporter, c'est une certaine quantité de temps ou de loisirs pour faire les choses que vous voulez faire. Les riches ont admis qu'un peu moins d'argent et un peu plus de bonheur était la solution la plus sage. Règle 4. Notre quatrième règle pour mieux vivre est une attaque frontale contre la psychose du succès. Si vous êtes sage, n'accumulez pas plus que ce dont vous avez besoin. Certains sont par nature des accumulateurs. Tout comme certains animaux accumulent leurs réserves de nourriture en prévision d'un hiver rigoureux. Protéger est l'apostrophe. Avenir de toutes les manières raisonnables relève de la prudence. Mais supposer que plus vous avez, plus vous serez heureux est une pure folie. La modération protégera les réfléchis contre toute attitude extrême, qui pourrait avoir des résultats préjudiciables. Il existe deux types d'accumulation. Vous pouvez agrandir votre magasin naturel en ayant plus ou en devenant plus. Ne consacrons jamais notre vie à elle apostrophe. Accumulation au point d'oublier d'enrichir notre caractère et de rassembler ces trésors qui ne peuvent nous être enlevés par les vicissitudes de la bourse. Nous devrions être capables de répondre à la question. Combien valons-nous si nous perdons tout ce que nous avons? Cela en embarrasserait beaucoup. Mais rares sont ceux qui quittent ce monde sans être confrontés à une telle question. Il y a un dicton selon lequel lorsque nous avons plus que ce dont nous avons besoin, quelqu'un d'autre aura moins que ce dont il a besoin. Il est donc intéressant que nous puissions avoir et conserver autant que possible les meilleures choses de la vie sans nuire en aucune façon à la sécurité des autres. Le bonheur, le contentement, la tranquillité d'esprit, l'amour, de la beauté, la sagesse et la sérénité peuvent tous être nôtres sans qu'aucune autre personne ne soit plus pauvre. En fait, plus nous possédons de telles qualités, plus les autres seront en sécurité et heureux. En particulier ceux qui se trouvent dans nos sphères d'influence. L'expérience montre que l'instinct d'accumulation exerce une influence hypnotique sur l'esprit. Une fois possédés par cet instinct, nous perdons tout sens des valeurs et nous nous retrouvons victimes d'une habitude forte et dangereuse. Cette habitude peut avoir autant de conséquences tragiques que l'alcoolisme chronique ou la dépendance aux stupéfiants. Peu à peu, toute notre vision de la vie est déformée. Et nous devenons à peine meilleurs que des machines à gagner de l'argent. L'accumulation s'étend également à ces choses qui peuvent être achetées avec de l'argent. L'établissement trop prétentieux, le modèle d'entretien extravagant, et l'étalage inutile qui n'influence personne qui mérite d'être influencé. Je connais de nombreux cas de personnes ayant des connaissances et des capacités modérées, qui sont totalement mal à l'aise dans un environnement extravagant et prétentieux qu'elles ont jugé nécessaire au statut social. Napoléon a découvert qu'il pouvait conquérir une nation pendant une guerre, mais qu'il ne pouvait pas l'administrer judicieusement en période de paix. Les Napoléons économiques découvrent que, grâce à des politiques commerciales astucieuses, ils peuvent gagner de l'argent, mais qu'en raison de défauts de caractère, ils ne peuvent ni l'utiliser ni le dépenser intelligemment. Des fortunes sont gaspillées chaque mois dans ce pays par des personnes qui tentent de compenser le manque de connaissances internes par des dépenses somptueuses. Si l'argent est si important que nous sommes prêts à détruire notre vie et à détruire notre santé pour l'obtenir, il ne faut pas le gaspiller. Lorsque nous gaspillons de l'argent, nous prouvons simplement qu'il n'a aucune valeur pour nous. Les choses que nous voulons vraiment dans la vie ne peuvent pas être achetées avec les pièces du royaume. Il est possible que des investissements modérés et prudents donnent le loisir de s'améliorer. Mais les investissements eux-mêmes ne sont pas une preuve d'amélioration personnelle. Un homme qui avait récemment gagné trop d'argent a envoyé sa fille dans une école secondaire à la mode de l'Est. Il a reçu une lettre indiquant qu'il
serait sage pour lui de retirer sa fille de l'école car, en ce qui concerne l'éducation, elle n'avait tout simplement aucune capacité. Le père indigné a immédiatement répondu. Achetez-lui un. Je me fiche de ce que ça coûte. Malheureusement, nous ne pouvons pas acheter la tranquillité d'esprit, le contentement ou l'intelligence. Mais si nous avons trop d'argent, nous avons tendance à penser que nous n'avons plus besoin de ces grâces intérieures. Lorsque nous arrivons à cette conclusion, nous sommes les victimes de nos biens et les plus pauvres parmi les pauvres. Avec le travail, nous achetons des opportunités. L'argent que nous gagnons nous donne la chance de nous améliorer. Il n'est utile que dans la mesure où nous savons comment l'utiliser pour enrichir le caractère et la vie. Socrate a dit un jour que s'il souhaitait maudire un homme, il lui dirait que vos fils soient extravagants. Le contentement vient à ceux qui sont heureux de vivre modérément. Règle 5. La 5e de nos règles pour mieux vivre est une recommandation simple mais importante. Apprenez à vous détendre. En le soulignant à une occasion, j'ai reçu un commentaire intéressant. On n'apprend pas à se détendre. Si vous vous sentez bien à l'intérieur, vous êtes détendu. Pour prolonger cette réflexion, comment la personne moyenne peut-elle apprendre à se sentir bien dans un monde qui conspire plus ou moins contre une émotion aussi modérée et consolatrice? La réponse semble être que la détente doit être le résultat d'un certain degré de sécurité interne. Nous ne pouvons pas nous détendre lorsque nous sommes inquiets, effrayés ou irrités. Une formule consiste à réaliser que changer d'avis des responsabilités et fardeaux familiers vers des activités nouvelles et moins stressantes favorise la relaxation. C'est là que les passe-temps et les intérêts professionnels sont non seulement utiles mais nécessaires. Dans notre monde, une personne sans passe-temps s'expose au dilemme d'un esprit unique. La valeur thérapeutique des passe-temps est désormais reconnue dans le monde économique et il est conseillé à toutes les personnes soumises à un stress inhabituel de cultiver des intérêts correctifs. Même si un passe-temps coûte cher, il peut ne pas coûter autant que les factures du médecin qui résultent d'une tension excessive. Il existe chez l'homme un instinct d'autocorrection qui le pousse naturellement à équilibrer ses activités et ainsi à protéger sa santé. Certains d'entre nous combattent cependant cet instinct car nous pensons que la division des activités fait perdre du temps et disperse les ressources. N'oublions pas qu'une dépression nerveuse peut perturber l'économie planifiée depuis de nombreuses années, alors que des périodes de relaxation appropriées augmentent en réalité l'efficacité. Les vocations sont en outre justifiées par la possibilité qu'elles deviennent des professions réelles et rentables dans le futur ou en cas de changement inattendu dans notre carrière. La personne qui pense tout le temps à ses problèmes peut être sincère, mais elle ne peut pas être vraiment efficace. À l'heure actuelle, instinct en faveur de mécanismes d'évasion est fort. Et bon nombre de ces évasions ne sont ni constructives, ni souhaitables. Il est donc nécessaire de planifier les loisirs avec la même attention que nous planifions le travail. La personne qui a oublié comment profiter d'une quantité raisonnable de repos et de loisirs a en fait oublié comment vivre. Plus les exigences sur nos ressources physiques sont incessantes, plus le besoin de repos devient urgent. Très peu de personnes peuvent se reposer en étant inactives. Ils ne peuvent pas simplement s'asseoir, croiser les mains et annoncer qu'ils ont l'intention de se détendre. Le plan le plus sage est de déplacer le point d'attention vers ce qui est agréable et intéressant, et de permettre à l'enthousiasme naturel de briser la tension. Parfois, nous travaillons plus dur pendant les vacances que lorsque nous sommes employés. Nous devons donc nous rappeler que faire ce que les autres veulent que nous fassions est un travail,
et que faire ce que nous voulons faire est un jeu. Une bonne philosophie de vie et le développement des apostrophes. Intérêts artistiques aident à neutraliser les tâches plus lourdes à accomplir. À mesure que nous mûrissons, il nous devient plus facile de nous détendre. Deux types de personnes se détendent facilement. Les paresseux et les érudits. Les paresseux parce qu'ils sont indolents. Et les savants parce qu'ils sont sages. Les loisirs ne doivent pas être gaspillés. Ils apportent de l'exercice à des facultés qui ne sont généralement pas employées et il permet d'exprimer des émotions longtemps réprimées. Un homme n'a pas l'impression de perdre du temps lorsqu'il joue au golf ou au tennis ou lorsqu'il rejoint un club de ski. Il sait qu'il donne à son corps physique une chance de se renforcer contre l'apostrophe. Épuisement des pressions professionnelles. La relaxation est aussi nécessaire qu'une bonne alimentation, un sommeil adéquat et une bonne ventilation. Mahomet, le prophète de l'islam, divisait sa journée en 3 périodes de 8 heures. Il consacra l'un d'eux au travail, un au repos et le 3e à son perfectionnement par l'étude, les loisirs et une vie de famille solide. C'est une bonne règle car elle maintient l'équilibre. Il n'y a aucune raison pour que nous sacrifions tout le reste de la vie à la satisfaction d'une ambition incontrôlable ou d'un objectif désespéré. Apprenez à considérer la relaxation comme un devoir moral par lequel vous protégez les valeurs les plus importantes de votre vie. S'il arrive que vous ne parvenez pas à vous détendre et qu'au moment où vous essayez de vous reposer, vous commencez à bouger, ce message tombe à point nommé. Vous avez déjà des ennuyés. À moins que vous reconnaissiez les symptômes. Votre normalité personnelle est menacée. Règle 6. La culture du sens de l'humour est la 6e de nos 10 règles pour mieux vivre. Chaque individu peut avoir sa propre définition de ce qui constitue l'humour. Mais très peu ont réalisé que c'est un point de vue qui doit se développer au sein du personnage pour qu'il soit authentique et spontané. La forme la plus basse de l'humour est le plaisir découlant des malheurs des autres ou des situations difficiles dans lesquelles nos associés peuvent se retrouver impliqués. Le véritable humoriste est toujours gentil, doux, observateur et stimulant. Il est souvent capable de prêcher un message ou de souligner une leçon qui serait répréhensible si elle était présentée de manière plus sobre. Autrefois, les princes puissants avaient des bouffons à la cour. Et ceux-là, seuls pouvaient insulter leur maître en toute impunité. Beaucoup de ces bouffons étaient profondément instruits et très sages, car il faut une profonde compréhension humaine, une vaste expérience et une compréhension immédiate, pour être plein d'esprit sans être désagréable. Dans la vie quotidienne, rien n'oriente plus rapidement la personne dans son environnement que la capacité de porter un regard différent sur elle-même. Si nous pouvons nous tenir à l'écart et nous regarder passer, nous pourrions avoir une nouvelle raison appropriée de faire de l'humour. Les actions des autres peuvent sembler ridicules. Mais nous pensons que les actions les plus ridicules de notre part devraient être prises au sérieux par les autres. Un véritable humoriste est quelqu'un qui peut aimer qu'on se moque de lui autant qu'il aime rire. Il s'agit cependant d'un véritable test pour un philosophe. Beaucoup de problèmes qui semblent profonds et terribles ne sont guère mieux que ridicules s'ils sont vus en perspective. C'est ce manque de recul qui nous pousse à être trop sérieux. Alors que peut-être une légèreté d'esprit résoudrait tout. L'humour, bien sûr, est comme un condiment. Il donne de la saveur aux aliments, mais ne contribue pas nécessairement à la nutrition. La recherche montre cependant que la nourriture que nous apprécions est plus susceptible des apostrophes être bien acceptée par le corps et appliquée à ses propres fins. Nous ne pouvons pas vivre de condiments. Mais en tant que créatures sociales, nous avons besoin d'un certain ajustement pour bien vivre.
Le sens de l'humour n'implique pas une nature superficielle. Nous avons tous connu ceux qui ont essayé désespérément d'être drôles et qui ont lamentablement échoué. Lorsque nous forçons un esprit contre nature, nous détruisons le principe même de l'humour, qui ne peut pas s'épanouir dans les natures superficielles. Les lois régissant la conduite humaine mettent toujours l'accent sur l'équilibre et la modération entre les extrêmes. Ce qui est déséquilibré se détruit lui-même. À un extrême, nous pouvons avoir une réflexion profonde et constante, un profond sens des responsabilités, un profond dévouement au devoir et une ferme conviction que la vie n'est pas drôle. Cependant, si nous poussons cette attitude ou ce groupe d'attitudes à un excès déraisonnable, nous devenons ternés, incolores. Un tel excès ne nous rend pas plus utiles ou plus pratiques. Et à lui seul ne résout que peu des maux dont la chair est l'héritière. À l'inverse, onduler continuellement comme un ruisseau peu profond, vivre éternellement à la surface des événements et n'accepter rien comme digne d'une considération mûre, est un autre extrême dangereux. Il y a quelque part un point d'équilibre. Mais l'homme a toujours eu du mal à faire quoi que ce soit avec modération. Ce manque de ce que les Chinois appellent la moyenne, où l'équilibre nous fait basculer d'un extrême à l'autre avec une usure considérable de toute la personnalité. Il ne peut y avoir de bonne philosophie de vie sans humour. Et il ne peut y avoir de véritable humour sans une bonne philosophie de vie. L'équilibre entre ces deux facteurs est donc le véritable symbole de maturité. L'esprit humain, les émotions et le corps physique s'épanouissent mieux lorsque la personne dans le corps est équilibrée, modérée et optimiste. Le rire honnête détend les tensions corporelles et libère de nombreuses pressions qui pourraient autrement s'accumuler et se propager de manière moins souhaitable. L'habitude de l'humour a un merveilleux pouvoir de transmutation. Telle la baguette d'une reine des fées. Elle transforme le quotidien en quelque chose de délicieux. Nous avons tous apprécié l'humour de Mark Twain et de Will Rogers. Et nous savons que le monde est meilleur grâce à leur contribution à notre mode de vie. Ne soyez jamais si occupé, si réfléchi, si instruit, si riche ou si chargé que vous ne puissiez plus vous détendre avec un sourire tranquille. Règle 7. La 7e règle concerne la recherche d'une raison d'existence personnelle. L'expérience montre que nous sommes plus susceptibles des apostrophes atteindre l'intégration de la personnalité. Si nous vivons chaque jour pour faire avancer un objectif principal. En d'autres termes, nous avons plus de chances d'arriver à quelque chose si nous avons une idée claire de ce que nous souhaitons accomplir. Les brillants dirigeants des professions libérales, des arts, des sciences et des métiers sont tous d'accord sur le fait que nous devons être animés par un objectif fort auquel nous sommes prêts à sacrifier des questions de moindre importance. C'est une bonne réflexion, mais elle n'a de valeur que dans la mesure où l'objectif que nous visualisons est lui-même précieux et significatif. Pour tenir un plan, nous devons d'abord avoir un plan. Et nous ne pouvons pas viser des objectifs que nous ne comprenons pas et pour lesquels nous n'avons aucune appréciation sincère. Plus la personne est bonne et sage, meilleur est le projet auquel elle peut consacrer sa vie. En ces temps incertains, il n'est pas entièrement satisfaisant d'investir tous nos espoirs et nos rêves dans les choses physiques qui nous entourent. Nous pouvons développer une entreprise qui sera balayée par les temps changeants. Nous pouvons construire une position sociale qui s'effondrera sous l'effet des revers économiques. Au fil des années, le moment viendra certainement où nous devrons nous demander combien nous vaudrions si nous perdions tout ce que nous avions. La réponse est évidente. Peu importe ce que nous avons. Nous valons ce que nous valons. La société moderne nous offre de merveilleuses opportunités pour devenir davantage en tant que personne.
La sagesse de 50 siècles est à notre disposition. Les visions et les rêves les plus nobles des siècles sont parvenus à cette génération comme un héritage tout entier. Surtout, notre mode de vie nous donne le droit et le privilège de nous développer intérieurement. Notre esprit et notre cœur ne sont pas censurés et il ne nous est pas non plus interdit de penser et de parler selon nos convictions. Ce privilège de croissance est un fondement fondamental de notre liberté. Et cette liberté de grandir est la réponse à la plupart des problèmes qui pèsent sur notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas échapper aux problèmes en les niant ou en fuyant les décisions qu'ils exigent. Il n'existe qu'un seul remède permanent à toute situation critique. Nous devons la dépasser. Dès que nous sommes plus grands que le problème, celui-ci cesse et ne peut plus jamais revenir. Toutefois, si nous tentons d'éviter un problème, celui-ci reviendra à maintes reprises pour nous tourmenter. Ne serait-il donc pas sage de faire de la croissance notre raison de vivre? Maîtrisons toutes les compétences ou capacités nécessaires afin que nous puissions bien faire notre travail et sans crainte ni inquiétude. À mesure que nous grandissons, nous constatons également que des connaissances et une compréhension accrue confèrent de nouvelles dimensions aux activités courantes. La vie est plus merveilleuse telle que nous la comprenons. Nous éprouvons une réelle joie à bien faire les choses à mesure que nous devenons compétents et sûrs d'eux. La plupart des gens ont de nombreux problèmes. Certains importants et d'autres petits. Certains immédiats et d'autres lointains. Certains raisonnables et d'autres déraisonnables. Supposons que vous ayez fait carrière pour résoudre chacune de ces situations irritantes séparément. Ce serait une tâche incroyable. Et il ne vous resterait guère de temps pour préserver votre niveau de vie. Il est donc judicieux de rechercher une solution permettant de clarifier en même temps de nombreuses incertitudes. Cela signifie que nous devons nous dire quel est le dénominateur commun de notre malheur composite? Pourquoi est-ce que cela me rend malheureux mercredi et cela jeudi? En fait, pourquoi presque tout me rend-il malheureux? N'est-il pas plus facile d'adopter une attitude constructive, corrigeant ainsi de nombreux détails gênants, que de tenter de surmonter chacun d'entre eux comme un incident distinct et sans rapport? Un sage a dit un jour, changez-vous et vous changez tout. Les problèmes ne peuvent pas exister dans une vie qui a clarifié ses propres objectifs. Naturellement, il y aura beaucoup de travail à faire. Mais ce sera significatif et utile. Il ne s'ensuit pas que les personnes sages soient à l'abri de l'adversité ou de la tragédie. Car rares sont ceux qui peuvent être complètement sages. Cependant, même un peu de sagesse nous empêche de créer de nouveaux problèmes et nous donne le courage et la patience d'affronter ceux qui ne peuvent être évités avec un bon espoir. Règle 8. En cette période de compétition intense, il est bon de se rappeler la 8e règle pour mieux vivre. Ne jamais nuire intentionnellement à autrui. La cruauté ne porte jamais de bons fruits. Et ceux qui sèment des chardons récolteront des chardons. Personne dans ce monde ne peut avoir autant d'amis qu'il puisse se permettre de se faire un ennemi inutile. La civilisation ne peut pas atteindre son objectif naturel si les citoyens continuent de vivre selon la loi de la jungle. Il y a des moments où nous sommes tous tentés de rendre le mal pour le mal. Mais si nous suivons cette politique, nous ne pourrons jamais connaître le bonheur et la sécurité personnelle. Vivre par compromis signifie, en fin de compte, nous vivons avec des compromis. Chacun de nous doit être capable de supporter ses propres dispositions avec une certaine dignité. Nous ne pouvons pas faire cela si nous savons dans la quiétude de la méditation privée que nous sommes des personnes plutôt méprisables. De nombreuses carrières importantes ne résisteront pas à un examen attentif.
Les fortunes ont été avancées au détriment de l'honneur et par une contribution directe et intentionnelle au malheur des autres. Au fil des années, nous devons tous regarder en arrière. Et il y a des heures qui pèsent sur le cœur et l'esprit. Dans la nature, il existe des lois que nous ne pouvons enfreindre impunément. Le code selon lequel nous vivons devient le code qui peut causer notre mort. Il y a quelque chose à l'intérieur d'un homme appelé la conscience. Ce que c'est exactement et pourquoi c'est peut être sujet à débat. Mais il ne fait aucun doute que sa petite voix calme ne peut être ignorée. Aller à l'encontre de la conscience, c'est menacer l'apostrophe équilibre mental, l'intégrité émotionnelle et la santé physique. Personne ne peut être bien et heureux s'il est troublé par sa propre conduite. Si nous n'avons pas de philosophie de vie, nous pouvons adopter l'attitude selon laquelle nous pouvons faire ce que nous voulons, quelles qu'en soient les conséquences. Cela n'aide cependant pas beaucoup, car s'il n'y a pas de philosophie en nous, nous sommes déjà désespérément malades, que nous le sachions ou non. La repentance est un phénomène contre lequel personne n'est imperméable. Il arrive un moment dans la plupart des vies où nous devons faire face aux erreurs que nous avons commises et souhaiter avoir vécu différemment. J'ai vu que le repentir entraîne des chagrins presque indescriptibles. Il est plus sage et meilleur de nous conduire de telle sorte que nos erreurs soient des erreurs de jugement plutôt que des crimes du cœur. Si donc nous devons prendre une décision entre sacrifier une de nos propres ambitions ou contribuer au chagrin d'autrui, reconnaissons la vertu du altruisme. Les impulsions constructives régénèrent le corps de l'homme et lui donnent de nouvelles ressources pour avancer dans sa carrière honorablement et avec bienveillance. Il y a une tendance au sadisme chez la plupart des êtres humains. Si nous sommes frustrés, fatigués et confrontés à des problèmes, nous pensons que nous avons raison d'être méchants. Si nous sommes blessés, nous avons envie de blesser quelqu'un d'autre. Nous excusons ensuite notre propre mauvais comportement parce que d'autres ont été injustes ou déraisonnables. En fait, il n'y a aucune excuse pour une conduite qui n'est pas digne de notre propre humanité. Comment la coopération et les relations honnêtes portent-elles leurs fruits? Pouvons-nous oublier que notre conduite doit être un exemple que d'autres seront enclins à suivre? Si nous voulons un foyer heureux, nous devons être respectés par les membres de notre propre famille. Si nous voulons que nos enfants soient de bons citoyens, nous devons leur donner l'exemple. Il ne sert à rien de prêcher l'honnêteté, puis de pratiquer la malhonnêteté. Ceux qui nous succèdent sont enclins à être comme nous, surtout s'ils reçoivent la prédication constante de notre conduite. Si donc, nous souhaitons espérer les joies simples et naturelles de la vie et de longues années heureuses avec lesquelles clôturer notre vie terrestre, nous devons gagner le respect et l'amour de ceux qui nous connaissent trop bien. Le bonheur ne peut pas venir à ceux qui le recherchent directement. Personne ne peut se rendre heureux, car même les programmes planifiés ne fonctionnent pas le moment venu. Le bonheur est un sous-produit d'une bonne vie. Si nous respectons la loi nous gardera. Si nous vivons bien, nous récolterons une bonne récolte. Il est regrettable de découvrir cela seulement dans les années de récolte. Nous pouvons alors constater que nous n'avons pas ce que nous n'avons pas gagné. Les regrets ne sont alors pas rentables, car ils ne peuvent pas réparer le mal qui a été causé. On peut alors dire que si un homme est prêt à suivre un programme minutieux pour maintenir sa santé physique et son efficacité, il devrait également suivre un programme bien planifié pour maintenir la santé de son esprit et de ses émotions. Il doit vivre une vie conçue pour renforcer ses facultés et approfondir ses émotions. Si tôt dans sa vie, il décide de garder la foi de son monde et d'accepter uniquement ce qu'il a gagné, il vivra pour connaître le contentement
Règle 9. Dans notre liste de règles pour mieux vivre. La règle 9. Méfiez-vous de la colère. Dans le même esprit, méfiez-vous également de ce que nous appelons communément une juste indignation. Les deux ont le même effet néfaste sur le tempérament et le caractère humain. La colère est une perte de contrôle de soi. Il s'agit d'un excès de ressentiment exprimé par des propos irréfléchis et une conduite peu judicieuse. Il est facile pour les personnes colériques de se mettre en colère. Et souvent l'humeur passe rapidement. Mais les résultats peuvent persister. Il existe une école de pensée qui considère un tempérament occasionnel comme une extraversion légitime. Nous ne sommes pas censés frustrer nos inclinations, de peur que celles-ci ne s'accumulent et n'entraînent finalement de graves conséquences. Il est probablement vrai qu'une fois que la colère est apparue dans les émotions, il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher son expression. Mais pourquoi nous mettons-nous en colère si souvent et à cause de tant d'événements relativement insignifiants? La colère, comme l'inquiétude, peut n'être qu'une habitude. Tout comme l'inquiétude, les pressions à l'origine de la colère peuvent être redirigées et rééduquées. L'individu de mauvaise humeur se rend rarement compte que sa conduite est préjudiciable au modèle de la société humaine. Soucieux uniquement de l'expression de son irritation personnelle, il affaiblit tous les liens naturels qui devraient être protégés et honorés. Il se défigure et diminue estime dans laquelle il est tenu par ses associés. Lorsque les jeunes enfants sont en colère ou ont des crises de colère, un remède consiste à les placer devant un miroir. Lorsque l'enfant voit sa propre expression, il reconnaît qu'il se déforme et qu'il détruit la beauté et le charme de son apparence et de ses manières. Il n'y a aucun moyen de se déformer plus complètement qu'en se livrant à une crise de colère. On peut considérer que lorsqu'une personne en colère révèle son irritation, elle ne se présente pas sous un faux jour mais dit en réalité la vérité sur elle-même. Il ne s'agit cependant pas d'une observation strictement factuelle. Personne n'est en colère tout le temps et nous ne témoignons de notre propre nature essentielle que lorsque nous n'essayons pas d'être bons ou mauvais. Les deux extrêmes s'écartent de la normale. Et l'homme est plus à même de fonctionner efficacement lorsqu'il est sans pression intense d'aucune sorte. Dans la colère, nous risquons de perdre le contrôle de nos paroles et de nos actions. Nous serons mécontents des conseils modérateurs et deviendront plus intenses lorsque nous y sommes opposés. Les mots ont du pouvoir et restent profondément gravés dans la mémoire de nos amis et ennemis. Cela peut nécessiter des années de patience pour réparer une situation causée par quelques moments d'intempérance émotionnelle. Ainsi, une énergie précieuse doit être dépensée pour neutraliser les résultats d'une énergie gaspillée. De plus en plus, nos capacités humaines sont gaspillées dans des projets qui n'auraient jamais dû exister. Les malentendus sont rarement réparés par l'irritabilité. Il se peut très bien que nous soyons à juste titre indignés par les paroles ou les actions des apostrophes. Un autre. Toutefois, si nous souhaitons avoir la plus grande influence corrective, nous devons faire attention à ne pas adopter les attitudes mêmes qui nous déplaisent chez les autres. Il n'existe aucune preuve par l'expérience que de tort ait jamais donné lieu à un bien. Le mieux que nous puissions dire, c'est que le tort lui-même est doublé. Lorsqu'une juste indignation surgit en nous, il y a un besoin urgent de calme et d'intégration du caractère. Si nous parvenons à préserver notre propre équilibre dans une situation difficile, nous avons maîtrisé cette situation. Le fait qu'un autre se soit mis en colère ne peut jamais justifier la perpétuation d'une querelle. Nous avons le droit de nous retirer dignement de toute situation qui offense notre sens des valeurs. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous impliquer émotionnellement. L'.
homme moderne est soumis à une terrible pression psychologique. Il doit donc exercer une vigilance toujours plus grande sur sa conduite personnelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller des ressources difficiles, voire impossibles, à remplacer. Pourquoi devrions-nous nous reconstruire physiquement avec des vitamines, des minéraux et d'innombrables remèdes modernes uniquement pour nous détruire par des explosions d'émotions destructrices? Si nous voulons vivre longtemps et rester utiles, nous devons bien vivre et développer un degré raisonnable de patience. Il existe de trop nombreux cas dans lesquels une explosion de colère a été suivie d'une réaction physique grave, voire mortelle. La récompense d'une bonne disposition est une bonne vie. Peut-être que l'amour de nos familles et le respect de nos amis valent la maîtrise de soi. Règle 10. La dernière de nos 10 règles et l'une des les plus importantes est la suivante. Ne blâmez jamais les autres pour nos propres erreurs. En premier lieu, nous ne pouvons avoir que peu de respect pour un individu qui ne reconnaît pas des défauts évidents. Nous le considérons comme égocentrique et égoïste. Il n'y a vraiment aucune raison de blâmer quelqu'un trop sévèrement pour sa première erreur. Mais on peut douter de son intelligence s'il répète plusieurs fois la même erreur. Si les choses tournent mal, il est bon de supposer que cela est dû à une politique corrompue, à l'instabilité générale des affaires mondiales, à la stupidité de nos associés et à l'ignorance de nos amis. Une telle pensée nous laisse complètement innocents de tous les torts. Une réflexion des plus réconfortantes. Il va sans dire que nous ne corrigerons jamais nos erreurs tant que nous refuserons de reconnaître que nous les avons commises. De toute évidence, nous ne pouvons pas corriger les erreurs du monde entier et nous pouvons adopter l'horrible attitude selon laquelle nous sommes prédestinés et prédestinés à souffrir. L'expérience et la réflexion révèlent que presque chaque personne se trouve dans la situation difficile qu'elle s'est elle-même causée. Il peut y avoir des moments où la justification de la situation semble floue. Mais il est beaucoup plus sûr de supposer que le problème est de notre propre initiative et peut donc être réparé par nos propres efforts. Penser le contraire revient à supposer que nous vivons dans un univers malhonnête. Et une telle hypothèse est une catastrophe. Si nous pouvons bâtir un bon avenir, nous pouvons aussi avoir le génie d'en accumuler un mauvais. Par conséquent, lorsque quelque chose ne va pas, examinons-nous d'abord. Nous ne devrions pas non plus être trop partiaux dans un tel examen. N'excusons pas toutes nos fautes parce que nous les comprenons. Et condamnons toutes les fautes des autres parce que nous ne les comprenons pas. D'après les plaintes que nous entendons des personnes en difficulté, il semblerait que la principale occupation des mortels soit de se ruiner la vie les uns les autres. Presque chacun peut dresser une liste longue et détaillée des injustices qu'il a subies, des troubles qu'il a connus et des misères dont ils sont les victimes. Après avoir observé et écouté ces plaignants, il apparaît à l'observateur impartial que ces personnes pourraient elles-mêmes constituer un fardeau lourd et ingrat pour tous ceux qu'ils connaissent. Ils ont si longtemps plongé dans leur propre apitoiement sur eux-mêmes qu'il ne leur vient jamais à l'esprit d'énumérer les erreurs qu'ils ont commises, les problèmes qu'ils ont causés et les situations désagréables qu'ils ont générées. Il n'est pas nécessaire que quiconque s'effondre et avoue ses fautes privées. Mais il est bon d'examiner les débits et les crédits de la personnalité. Dans la quiétude de la réflexion privée. Un problème avec les personnes désagréables est que leurs connaissances n'ont aucune envie de créer une situation en déclenchant une dispute. Lorsque notre conduite est telle que les autres ne peuvent pas s'entendre avec nous, ils se retirent généralement tranquillement et nous laissent au siècle des siècles. Après avoir rendu leur séjour impossible, nous nous proclamons alors victimes de leur indifférence lors de leur départ.
Il serait peut-être plus sage pour toutes les personnes concernées que les amis qui partent fassent une déclaration simple et honnête des raisons de leur départ. Si plusieurs partaient pour la même cause et que nous le savions, il pourrait y avoir une plus grande incitation à se réformer personnellement. Nous grandissons tout grâce à nos erreurs. Mais elles n'ont peu de valeur pour nous que si nous les acceptons et les comprenons. Il existe une croyance populaire selon laquelle plus nous vieillissons, plus nous devenons sages. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Car quelle que soit la durée de notre vie, l'expérience ne signifie pas grand-chose à moins que nous recherchions honnêtement les causes de nos problèmes. C'est aussi une sage idée de ne pas ruminer le malheur. Réfléchissez bien. Apprenez tout ce que vous pouvez. Corrigez vos défauts. Puis continuez à vivre une vie meilleure. Trop de gens sont esclaves abjects du passé. Ils ne peuvent jamais oublier les choses dont il ne faut pas se souvenir. Et ils ne semblent jamais se souvenir des leçons qui ne devraient jamais être oubliées. Il vaut mieux être strict avec nous-mêmes lorsque des principes sont impliqués. Il ne sert à rien de se plaindre parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a beaucoup de profit à s'améliorer chaque fois que cela est possible. Si nous sommes conscients de nos propres défauts, nous pouvons agir en conséquence. Mais pendant que nous blâmons le monde pour nos problèmes, nous ne pouvons pas agir du tout. Après tout, le monde n'est composé que d'un certain nombre de personnes, dont la plupart sont convaincus que tout le monde a tort. Avouez-le franchement. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison et toujours avoir des ennuis. Ces mots issus de l'expérience résument sous une forme simple ce que le monde a appris sur le bien vivre. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Nous espérons que vous avez apprécié cet enregistrement. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications sur les enregistrements à venir. À titre de clause de non-responsabilité générale, les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à L'. Auteur et peuvent ne pas toujours refléter ceux de Master Key Society ou de ses sociétés affiliées. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. Copyright 2022. Société de clés principales.